Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro de l'émission CEPEL Débat que vous allez désormais commencer à suivre tous les jours ici sur CEPEL TV, mais également au travers de chaîne partenaire, ce magazine qui mettra donc face à face deux personnes pour apprendre de leur avis. Ça sera politique aujourd'hui. Vous le savez, l'actualité politique reste dominée par le 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. 60 ans après, le pays continue encore à trébucher dans la douleur. Qu'avons-nous fait et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous en parlons dans cette émission. Dans le cadre de ce 60e anniversaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait une adresse à la nation, un message commenté à gauche à droite. On reviendra sur ça. On reviendra également sur cette sortie tonitruante de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Monseigneur Ambongo, qui a parlé pour inaugurer cette émission. Deux confrères des Rénaux sur la place publique ici. D'abord à ma gauche, Innocent Olenga. Monsieur Olenga, bonsoir. Bonsoir Père Laura. Un grand plaisir pour moi d'être retrouvé sur ce plateau pour la première fois. C'est un grand honneur que vous nous faites parce que nous sommes les premiers participants à ces plateaux et ça reste très, très historique. Innocent Olenga, c'est une grande plume. Vous êtes responsable du média Scoop RDC, oui. dont vous êtes le responsable de cette chaîne-là. Justement, c'est un média en ligne qui est exclusivement congolais. Nous, on n'aborde pas l'actualité internationale. Non, nous sommes congolais. Nous produisons congolais et nous consommons congolais. En face de vous, Edmond Izouba. Edmond, bonsoir. Bonsoir Perrault. Je rappelle que vous êtes un responsable de magazine Objectif Info, qui est également un site en ligne. Oui, absolument. Je voulais d'abord commencer par vous remercier, vous, pour nous avoir invités à inaugurer cette œuvre. Nous avons vu ce que vous avez eu à faire. Et ça nous laisse sans mots en tout cas, mais cela nous pousse aussi à réfléchir parce que nous avons été pour la plupart victimes de patrons de presse politiciens qui ont voulu dans une certaine mesure caporaliser les journalistes. Je rappelle que vous êtes président de la délégation syndicale à la RTVS 1, de même que je l'étais à Digital Congo. Absolument. Donc l'esprit syndical revient immédiatement. Donc ça veut dire aujourd'hui, les journalistes ont compris quelque chose, qu'il faut investir dans ce domaine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les chaînes de télévision ou les médias traditionnels puissent avoir des journalistes, il faut que les gens aillent dans leur indépendance? Absolument. Ça dit, c'est une sorte de liberté aujourd'hui, c'est une sorte de prise de conscience des journalistes qu'il faut se libérer, même dans l'auto-prise en charge. Il faudrait que le média désormais appartienne aux journalistes pour donner un peu du tonus qui manquait parce qu'on était esclaves des lignes éditoriales qui mettaient peut-être en mal les intérêts généraux du pays. Donc aujourd'hui, il y a une dose de prise de conscience du côté des journalistes eux-mêmes qui s'engagent à devenir des patrons de médias et à livrer les informations de manière neutre et indépendante. Donc c'est ça. Innocent Olenga, vous êtes proche du président de l'UNC, je sais que vous parlez bien avec Chulunde. Il dit que les journalistes sont caporalisés, les journalistes sont à la merci des patrons véreux. Est-ce que vous pensez que c'est exactement la même chose? Vous ne faites pas pareil chez Scoop RDC, j'espère que vous traitez bien vos journalistes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il faut que les organisations de la corporation comme GED, comme l'UNPC haussent la voix pour changer les conditions sociales des journalistes? Oui, mais il faut aussi souligner que j'ai été aussi engagé, employé quelque part. Je viens de Radio Capi, où nous avons été aussi soumis à une ligne éditoriale. Et bon, j'ai pris mes libertés, j'ai démissionné, c'était un grand risque. Quand je le faisais, vous tous vous avez crié. Vous avez pensé que c'était les paradis là-bas et que j'ai quitté les paradis pour l'enfer. Mais comme j'avais une vision, je suis parti et je ne regrette de rien. Bon, on travaille dans Scoop, on n'est pas une grande équipe, mais quand même mes collaborateurs se retrouvent avec le peu que nous avons parce qu'il y a une certaine transparence. Je parlais de la responsabilité de la corporation, des organisations de la corporation. En fait, l'UNPC n'a pas de contact direct avec les médias, quoi, les organes des médias. L'UNPC, c'est juste une corporation qui en elle, on reconnaît les journalistes. Qui est journaliste et qui n'est pas journaliste. Parce que j'ai vu beaucoup d'amis qui sont allés en Europe qui ne voulaient pas prendre cette carte de l'UNPC et ils ont eu beaucoup de difficultés.
Bon, alors, quant à défendre, à se faire comme un syndicat pour aller taper sur les doigts des patrons de presse, ce n'est pas dans les statuts de l'UNPC à ce que je les sache. Mais du moins, c'est un combat à nous tous. Les patrons des médias ne sont pas tellement des journalistes, ce sont des affairistes. Les gens qui ne voient que l'argent. Il y a beaucoup d'organes qui ont prospéré, qui ont bien commencé, mais parce qu'il y a eu mauvaise gestion, le patron a pris sa fille qui n'avait rien à voir avec le journalisme, qui n'avait rien à voir avec la gestion, parce que c'est ma fille, la fille a été placée. Et faites le tour de tous ces médias où les papas ont mis leur fille, chérie, et ça donnait quoi? Rien du tout. Bon, c'est un mouvement d'éveil maintenant, parce que nous tous là, nous sommes partis de là, nous avons vécu ce genre de maltraitances. Bon, avec nous-mêmes, notre génération, je pense que les jeunes gens avec qui nous allons travailler et qui vont nous succéder, parce que nous sommes en train de partir, 25 ans de journalisme, c'est trop quand même peu. On attend les livres, je sais que vous avez déjà édité. Les livres déjà là, il est en train de venir, et c'est un livre très intéressant. Lorsqu'il sera baptisé, je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses. Là. On en parlera. Edmond Izouba, revenons dans l'actualité. J'ai parlé au départ ici. L'actualité reste dominée par l'indépendance du Congo. 60 ans après, qu'est-ce qui est fait selon vous? Je rappelle quand même ici que lorsque nous prenons l'indépendance, nous avons le même PIB, le même niveau social avec le Canada. Mais aujourd'hui, 60 ans après, où se trouve le Congo selon vous? Non, la lecture est très simple. Parce que nous avons connu une classe politique qui a voulu être plus gourmand que le peuple, que le pays. La plupart des gens ou de ceux qui nous ont dirigés regardent leur train de vie sociale. Ceux qui ont été présidents de la République, qu'est-ce qu'ils ont fait des richesses du pays? C'est aussi ça le problème. Donc, la répartition des richesses n'était pas équitable et le pays devrait en subir ou payer les pots cassés. Parce que le pays devrait demeurer, l'État devrait demeurer, la nation devrait demeurer, mais les individus devraient partir. Mobutu a pris ces pays pendant 32 ans. Vous aviez suivi Kassavubu, comment était sa gestion. Mais aussitôt qu'on entre à l'indépendance, le blanc qui avait encore ces soucis-là, parce qu'il y avait un plan qui a été débattu, il fallait encore coloniser à nouveau la RDC. Parler du plan Val-de-Seine, je crois. Absolument. Ce qui a été préconisé une indépendance vers les années 80. Oui. Il fallait ajouter encore 20 ans et voilà, vous avez vu comment les pionniers de l'indépendance ont protesté. C'est-à-dire pour vous, la dégringolade de la situation du pays, les responsables, ce sont les hommes politiques. Oui, en complicité avec les impérialistes, comme je peux appeler ça maintenant, les impérialistes qui n'ont pas voulu voir la RDC devenir complètement indépendante. Donc ils ont passé par assassiner Lumumba, Patrice Emery, et puis commencer à jouer avec des politiciens ou avec la classe politique comme des marionnettes. On a parlé de la diplomatie complaisante de l'époque et aujourd'hui nous constatons malheureusement que ce type de diplomatie continue. On parle de la diplomatie de la main tendue. Donc aujourd'hui, avec toutes les richesses que nous regorgeons, nous sommes incapables de nous développer avec ça. Donc, ce qui est quand même inexplicable. Donc aujourd'hui, si Lumumba s'est réveillé de sa tombe, va beaucoup regretter parce que si comparativement vous voyez la RDC et des petits pays en Afrique, là je ne suis pas à l'extérieur, en Afrique, vous allez voir que la RDC s'est beaucoup régressée vis-à-vis de ce pays. Nous avons connu Éthiopie, ainsi de suite. Et là, c'est dans tous les plans, sur le plan institutionnel et sur le plan de la mentalité de la classe politique. Je vous reviens. Innocent Olenga, Edmond Izouba dit que le problème, ce sont les hommes qui nous ont dirigés. J'ai comme l'impression que là, il trouve un bouc émissaire. Est-ce que le problème du Congo, ce n'est pas une conscience collective qui manque même dans le chef des Congolais? Je parle de la population elle-même, au lieu de voir le diable seulement auprès des gens qui dirigent. Oui, une responsabilité collective, oui, ce n'est pas à exclure, mais cette collectivité est dirigée par des gens. C'est ce qu'on appelle les leaderships, les gens qui incarnent l'orientation, qui orientent les directives.
C'est ces gens-là qui nous ont fait défaut, comme Edmond l'a dit. On ne responsabilise personne, mais c'est clair. Il ne faut pas même un dessin pour cela. Alors, vous avez posé la question, 60 ans d'indépendance, on a avancé, mais on a reculé. On a totalement reculé. On n'a pas honte de le dire. On a totalement reculé. Je prends 3 plans. On commence par les plans politiques. Qu'est-ce qui a avancé? Il y a toujours les mêmes querelles de 1960. On les a 60 ans après. Les mêmes querelles. Pas plus qu'hier. Aucune maturité politique. Non. Toujours des querelles. Toujours des chamailleries. On n'avance pas. Ça, c'est sur le plan politique. Allons sur le plan économique. Entre 60 et 75, on avait combien d'industries dans le pays? Il y en avait combien? Et maintenant, on en a combien? Faites les calculs. De plus de 9000 industries, nous sommes à peine 500 ou 600 industries. A-t-on avancé ou bien a-t-on reculé? Il y a des pays, non, on ne cite pas les pays européens, les pays américains, non, les pays africains. Prenons l'Afrique du Sud. Un pays qui était sous apartheid. Mais quand vous allez en Afrique du Sud, nos dirigeants qui vont en Afrique du Sud, qui prennent l'avion ici en Ligue, dès qu'ils arrivent en Afrique du Sud, l'aéroport d'Oliver Tambo, nous on a un aéroport d'un seul gate, un seul gate, mais là-bas il y en a une cinquantaine de gates. Donc quand vous arrivez, on vous dit votre avion 30e gate, et on est en train de chercher les gates. Moi, par exemple, quand je suis rentré, quand j'étais à Diougou, pour rentrer ici, j'étais au 29e gate. Donc, c'est comme si j'ai quitté Pont Makelele jusqu'à Moulard. Mais là, je suis dans une maison. Ce sont les installations bien couvertes. Mais ici, chez nous, quand on quitte, quand on est en Dili, directement, on est dans la salle d'attente, on est sur le tarmac et on embarque. Et on appelle ça aéroport international. Vous prenez le Brésil. Vous prenez même les petits Rwanda ici à côté de nous. Les petits Rwanda. Et là, vous, comme Edmond Izuba, vous pensez que le problème, c'est nos autorités, c'est un problème de leadership, c'est des gens qui nous ont dirigés. Ces autorités n'ont pas honte parce qu'ils voyagent tout le temps. Ils sortent les pays. Et c'est qu'ils vaillent ailleurs. Pourquoi ne pas venir les faire ici? Parce que nous avons... Ce n'est pas encore fini. Ça, c'était les plans sociaux. On va finir par là. On va finir par là. Les plans sociaux, vous l'avez dit vous-même. Pourquoi ne pas restaurer un système de partage équitable? Parce qu'ailleurs, dans le domaine salarial, vous êtes licencié, vous tous, vous avez d'abord une base. Nous sommes tous des licenciés. Que ce soit ministre, que ce soit gouverneur, parce que nous sommes tous des licenciés, nous avons une certaine base. $2000. Mais par rapport aux avantages maintenant des fonctions. Parce que vous êtes gouverneur, on peut vous ajouter 2000, on peut vous ajouter. Mais ici, chez nous, ce n'est pas ça. Un licencié à combien? Il y en a qui touchent $200, il y en a qui ont 500. Si tu as $200, c'est déjà une bonne chose. Alors tout le monde pense maintenant que la meilleure vie en RDC, pour gagner facilement l'argent, il faut faire la politique. Et il y a des gens qui, depuis qu'ils ont fini leurs études, n'ont jamais travaillé, mais ils ne rêvent qu'à puiser de l'argent dans la politique. Innocent Olenga, vous gardez la parole avant que je revienne sur Edmond Izuba. Vous dressez un constat amer, lui fait pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas qu'on reste dans le constat. Quelles sont vos solutions pour que finalement, après 60 ans, qu'on voit le rêve d'un nouveau Congo naître dans ce pays? Est-ce qu'il faut balayer la classe politique que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'il faut travailler avec les jeunes gens? Qu'est-ce que le Congo doit faire pour changer la situation? Je ne veux pas, parce qu'on n'a pas encore abordé le deuxième sujet du discours du chef de l'État, mais je voudrais prendre un extrait. Parce que moi, quand j'ai fait l'article, j'ai pris les extraits clés. Le chef de l'État vous dit ceci, lui-même, hein, il est aussi président, 5e président. Il vous dit ceci: à 60 ans, on n'a plus d'excuses. À 60 ans, on ne commet plus les mêmes erreurs. Et on prêche par la sagesse et la droiture par l'exemple. Bon, nous espérons que lui qui a prononcé ces phrases, il a constaté que ses prédécesseurs n'ont rien fait. Alors avec lui, qu'il pose de nouvelles bases
parce il tient le leadership du pays. Quand vous parlez de nouvelles bases, ça veut dire quoi C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de Félix? Qu'est-ce que nous devons faire? Concrètement, il faut châtier. Il faut mettre de côté l'impunité. C'est tout ce qu'on a. Moi, je n'ai jamais eu beaucoup de critiques sévères envers Joseph Kabila, mais tout ce qu'on lui a reproché, c'est cet entretien-là de l'impunité autour de lui. Pas d'état de droit, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, la justice ne sévit pas. Mais justement, quand on dit impunité, ça englobe tout. Et sur le plan judiciaire, et sur le plan politique, et sur le plan économique, même dans notre propre comportement, ça s'appelle éthique. Parce que l'éthique, c'est l'ensemble des valeurs morales que nous incarnons. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Edmond Izouba, vous avez, comme Innocent Olenga, établi un constat amer. Innocent nous dit qu'aujourd'hui, le problème, c'est d'abord la béatification de l'impunité dans le pays. Vous êtes un très proche de Vital Kamerhe, je vous vois sur les réseaux sociaux, mais ça a commencé avec Kamerhe, vous êtes parmi les personnes qui sont contre. Quelles sont les solutions pour que 60 ans après, que le pays redécolle finalement? Non, c'est très simple. J'ai défini ici comment la classe politique s'est plus enrichie que l'État congolais, que la RDC, parce qu'aujourd'hui, même dans le domaine économique, quand vous voyez les entreprises, les immeubles, les booms immobiliers, ça appartient à des individus. Qui sont plus riches que l'État. Plus riches que l'État. Et l'État a tout perdu. Donc, toutes les économies qui devraient être centralisées dans le trésor public se servent aujourd'hui pour des individus. Donc, le pays est pauvre vis-à-vis des individus les plus riches. Et ils en décident pour cela. Et ils mettent même les vies des gens en difficulté, des populations en difficulté. Ce qu'il faut faire, je crois que c'est les bâtons qu'il faut lutter tenir. Contre l'impunité comme innocent. C'est les bâtons. Il faut commencer d'abord par démystifier cette classe politique. C'est-à-dire? En prêchant par exemple. Donc vous avez les bâtons, donc je parle de l'état de droit, d'une justice indépendante. Un bâton qui a frappé Kamerhe et que vous défendez. Même je vais en venir. Une justice indépendante basée sur le texte. C'est ça le bon droit. C'est ça l'état de droit. Donc c'est ça. Donc si aujourd'hui nous commençons à démystifier la classe politique un peu comme Innocent Olenga dit tout à l'heure, vous devez d'abord commencer par neutraliser tout ce qu'il y a comme avantage autour des acteurs politiques, parce qu'il ne faut pas que les gens, toute la population, prennent le goût de faire de la politique, sinon on va perdre le main-d'œuvre dans certains domaines de la vie nationale. Donc il faut commencer par le faire comme ça, sinon l'administration risquera de rester creuse. Donc il faut démystifier, réduire l'écart qu'il y a entre un acteur politique ou un individu qui exerce des fonctions politiques et la population qui travaille dans une administration publique. Quand on réduit cet écart, ça va faciliter à ce que la classe politique soit démystifiée. Il y a, deuxièmement, ce que je parlais tout à l'heure, la politique de la bâton, ainsi de suite. Il faut commencer par châtier les acteurs politiques, parce que depuis 1960, nous avons comme l'impression que la plupart d'acteurs politiques qui se sont retrouvés devant le barreau... avec les acteurs politiques. Pour vous, le diable, ce sont les acteurs Absolument. Politiques. Quand je parle vraiment de l'indépendance, je les tutoie. Je préfère les tutoyer en ces termes-là. Donc, je parlais d'une justice indépendante parce que depuis 1960 à nos jours, la plupart d'acteurs politiques qui se sont retrouvés devant le barreau, c'était des règlements des comptes. C'est ça ce que nous avons constaté. Mobutu a réglé ses comptes à ses adversaires politiques et Kabila a fait de même. Nous avons connu le cas des prisonniers politiques. Tshisekedi est en train aussi peut-être d'aller sur cette voie-là, mais il est encore dans une espèce de jeu qu'on appelle essai-erreur. Il ne sait pas. Mais je crois... Le venin se trouvant dans la queue. La question sur Kamerhe, vous ne répondez pas. Maintenant, la question sur Kamerhe... Parce que je sais que vous êtes un vrai défenseur de Vital. Vous dites qu'aujourd'hui, il faut absolument que le bâton agisse contre les hommes politiques. Très bien. Lorsque la justice le fait contre Kamerhe, vous êtes contre. C'est vous qui montez sur les chevaux, vous écrivez des articles dans les réseaux sociaux pour défendre Kamerhe alors qu'il est reconnu coupable de détournement et il est condamné à 20 ans. Absolument. Vous savez, les acteurs politiques sont tellement intelligents
que si aujourd'hui ils décident d'arrêter quelqu'un, c'est-à-dire ils auront déjà les temps nécessaires à fouiller dans vos tiroirs et savoir là où on peut vous arrêter. Nous avons connu à l'époque les cas des politiciens qui ont été condamnés. Ils n'ont pas été condamnés avant. On ne dit pas que dans un procès politique, tout est faux. Il y a du vrai dans tout ça. Mais pour justifier l'infraction, généralement, les avocats, les juges, voire même les ministères publics qui s'accaparent du dossier, a difficile à expliquer exactement l'infraction. Et généralement, il y a carence de preuves. Je comprends pas. Restons dans l'affaire Kamere. Non, justement, je suis dans ça. C'est pour vous faire voir que c'est une affaire politique. C'est un règlement de comptes. Vous maintenez que Kamere est innocent, il se retrouve en prison parce que c'est une affaire qu'on lui règle des comptes. C'est ça votre point de vue? Non, je ne dis pas qu'il est innocent. J'ai dit tout simplement que cette justice n'a pas dit les bons droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un procès politique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que tout n'est pas faux. Mais ce qui est fondamental pour celui qu'on accuse, c'est de preuves qu'on doit porter. Alors, est-ce que les preuves étaient aussi suffisantes pour condamner Vital Kamere? Mais j'estime qu'à ce niveau, tout intellectuel qui a suivi le procès a constaté celui-ci. Il y a eu célérité, il y a eu une instruction bâclée, il y a eu carence de preuves pour prouver la culpabilité de Vital Kamere, et il y a eu une dose politique, même dans le jugement rendu par les tribunaux. Il y a un intellectuel à côté de vous. Je ne voudrais pas ouvrir les débats sur le procès Kamere, mais je ne laisserai pas le temps. Je vous laisse. Non, je voulais terminer. S'il vous plaît, si je peux terminer dans ces dossiers, parce qu'on parlait de l'état des droits, on a châtié Kamere, mais vous allez constater que cet état des droits est à demi-mesure. Comme on dit, une justice à 2 poids 2 mesures, parce qu'il y a un camp des intouchables. Le chef a même pleuré dans son discours, nous allons bien analyser, mais vous allez comprendre que les intouchables existent encore. Et Vital Kamere, c'est lui le poids mouche qu'on a voulu peut-être handicaper dans le trépied. Laissez Innocent réagir. Voilà. Innocent, vous êtes parmi les plumes les plus acerbes, je dirais ça comme ça, dans l'affaire Kamere. C'est auprès de vous qu'on a appris que 10 millions étaient détournés. C'est auprès de vous qu'on a appris qu'Amida Chatur avait 1,3 million de ciment. C'est auprès de vous qu'on a appris beaucoup de choses sur ce procès. Edmond dit que le procès Kamere est un procès politique. Kamere, c'est un poids mouche et qu'il fallait l'éliminer. Vous réagissez comment? La justice a rendu son jugement culpabilisant Vital Kamere. C'est un grand frère que j'aime beaucoup parce que je les prenais beaucoup pour modèle moi-même. Personnellement, j'étais camérien et camériste en même temps. Mais ce qui me gêne dans cette histoire, bien que Edmond parle d'un procès politique, ce n'est pas mon point de vue. Lorsqu'il faut commencer quelque chose, il y a un point de départ. On ne peut pas, comme j'ai vu les gens les réclamer sur les réseaux sociaux, pourquoi Kamere et pourquoi pas les autres, donc on veut tout immédiatement. Non, mais on dit Youma quand même 200 millions, Kamere pour 57 millions. Jeannette Kabila, on l'a cité pour des milliards à Panama, pourquoi pas elle? C'est ça, je vous dis, on commence quelque part. L'immédiateté de tout n'est pas possible. Moi, j'ai vu en France, à l'époque, je n'étais pas là. Mais quand j'ai commencé mon journalisme en 1995, 3 ans après, j'ai vu un vieux papa être jugé. Et à l'époque, il avait 94 ans. Il s'appelait Maurice Papon. Maurice Papon a été jugé en 1998 pour les faits et les crimes commis en 1945. Est-ce que la France n'existait pas pendant tous ces temps? Il n'y avait pas de juges, il n'y avait pas de magistrats, donc vous, il n'y avait pas de tribunaux. Vous êtes sûr qu'on fouillera dans le passé, on va fouiller dans le passé. On n'a pas encore abordé les discours du chef de l'État. Lui-même a dit qu'il ne va pas fouiller dans le passé, mais quelque part là, il a parlé de Bokanga Lonzo. Il a regretté l'écoulage des recettes. Donc, on arrivera. Donc, il faut aller mollo. Mais ce qui m'étique, moi, dans ces programmes de maisons ou des fabriqués pour lesquels Kamere a été condamné. On n'est pas aveugle. Nous sommes en RDC. Moi, je me dis, mais pourquoi aller chercher des maisons
préfabriqués au lieu de les construire en matériaux durables. Parce qu'on peut faire des calculs simples. Moi, j'ai commencé à construire et je suis en train de construire avec mes petits moyens. J'ai une grande maison de 14 mètres sur 10 qui me fait 4 chambres, grand salon, cuisine, magasin, consort, 2 installations à l'intérieur. En tout et pour tout, je n'ai pas encore dépassé 20 000 dollars. Je n'ai pas encore dépassé 20 000. C'est déjà tollé, il y a des vitres, il reste que les travaux de finissage. Je ne suis pas encore arrivé à 20 000 dollars. Et je vous rappelle que j'ai acheté les sacs à l'époque à 25 dollars. Vous vous rappelez à l'époque? Donc on n'avait pas besoin de sortir 57 millions. J'ai mis une maison de 2 pièces pour les militaires. 2 pièces salon et consort. Je doute fort. Avec les ciments que nous avons, qui coûtent moins de 10 dollars les sacs, avec les moellons que nous avons ici à côté, avec les caillasses qu'on prend chez Safricas et consorts, je doute fort que pour une maison de 2 chambres, cuisine et consorts, comme on l'a dit, qu'on atteigne 38 000 dollars. C'est pratiquement impossible. Mais il y a des juges qui ont des preuves, qui ont des éléments, ils ont des documents. Bon, c'est à eux. Comme vous persistez, c'est pas un procès politique. Kamera a été condamné parce que... Ce n'est pas un procès politique. Il a été responsable quelque part. Lorsque les troupes marchent mal, on peut frapper sur les commandants. Parce qu'on dit souvent, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. On va prendre le deuxième thème de cette émission. Je commence avec vous, Edmond Izouba. On parlait du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le président de la République s'est adressé à la nation. Félix Antoine Tshisekedi a dit beaucoup de choses. Mais moi, j'ai été saisi par votre article sur la question. Vous dites du discours du président de la République que c'était un discours conflictogène. C'est-à-dire qui porte les germes d'un conflit. Absolument. Est-ce que vous pensez que les 25 pages du discours de Félix portent effectivement les germes d'un conflit? Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié l'honnêteté de mon cher aîné Innocent Olenga dans le dossier tout à l'heure de Vital Kamerhe. Et vous avez vu, il était très prudent pour conclure par dire tout simplement qu'il était le chef, il devait en payer le pot cassé. Pourtant, ces genres de dossiers, nous avons connu... Il n'a pourtant pas dédouané, il a dit que ce n'était pas un procès politique. Hein. Oui, mais... Contrairement à vous. Non, quand il dit qu'il était le chef, il devait quand même employer le pot cassé, ça veut dire qu'il était auteur moral de ça. Et effectivement, c'est là où les juges, ou les tribunaux, voire même les parquets, ont commis des erreurs. Parce que quand vous accusez quelqu'un pour participation criminelle, c'est ça l'infraction poursuivie contre Vital Kamerhe. Et vous le poursuivez, sa qualité de directeur de cabinet, il vous dit que ce n'est pas lui, c'est le président de la République qui l'a instruit. Et dans toutes les correspondances qui constituent pour vous de pièces de culpabilité, c'est bien écrit sur instruction du président de la République. Et je crois que ça a été acté. Je pensais que ça pouvait être acté, mais les juges ont fait semblant. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous plaît, juste une minute. Parce qu'il a dit. Non, mais parce que là, quand il parle de... Non, je crois qu'il va ajouter. Non, je termine d'abord. Je donne une minute, je reviens à vous. Parce que vous l'avez cité. Vous savez, nous sommes des journalistes d'investigation. Nous n'avons pas... Il dit que vous le reconnaissez en demi-mot que Kamerhe est innocent. Il dit je n'ai pas dit cela. Vous parlez de sa responsabilité morale et non pas... Pero, nous sommes des journalistes. Nous ne sommes pas des vendeurs de biscuits, ni de bananes, pas encore de cacahuètes. Nous n'avons pas de boutique. Notre travail, c'est foutre notre nez dans les affaires d'autrui. Donc, quand les gens sont là, nous, de l'autre côté, nous voulons savoir qu'est-ce qu'ils mijotent là-bas, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Quelqu'un m'a dit dans mes investigations, parce que je suis journaliste d'investigation, lorsque Fati est avec VK, parce qu'il s'appelle lorsqu'ils sont à Mwanda, en décembre, Fati, ils sont à table le matin. Ça, quelqu'un me rapporte. C'est sûr qu'il était à cette table-là. Fati dit à VK, VK, Makambo bazolo baba, nous ezo salama ba détournement. Ozoyo kango te. Tout ce qui est en train de se dire sur les détournements, vous êtes au courant, vous n'êtes pas au courant. Oh, préso, les Arabes
Et Fatih lui dit, ça c'est qu'on me rapporte, Fatih lui dit, c'est vous qui gérez. C'est vous qui gérez. Moi, je ne gère rien. Donc, quelqu'un qui dit, c'est vous qui gérez. Ça veut dire quelque part là que, comme on a dit que Fatih est impliqué, je ne les protège pas, je ne les défends pas. Ça se sent tout simplement que c'est Kamere qui avait les programmes de 100 jours entre ses mains. Mais c'est quand même irresponsable qu'un président de la République dise que c'est lui qui gère. C'est ce qu'on m'avait rapporté. Non, les programmes de 100 jours. Oh, Le président dit les programmes de 100 jours. Il ne gère pas le pays, mais c'est lui qui gère. Non, mais il fallait. Donc vous ne dédouanez pas Kamere. Vous ne dédouanez pas Kamere comme. Non, il n'aura pas de preuves à dire. Vous ne les dédouanez pas comme Medimo Izouba. Je ne les dédouane pas parce que. Ou je ne les condamne pas non plus. Alors. Je ne les dédouane pas, je ne les condamne pas. Parce que je n'ai pas tous les éléments entre mes mains. Non, mais vous avez quand même suivi le procès, non? Ce procès ne vous a pas convaincu de la culpabilité. Alors vous donnez raison à Edmond Izouba, qui dit que le procès n'a pas aidé à prouver la culpabilité des Camerounais. Vous savez, quand on est dans un camp, chacun cherche à tirer les draps de son côté. Moi, je ne suis nulle part. Moi, je suis au milieu. Donc, je ne sais pas tirer les draps de mon côté. Ok. C'est très simple, je pense que... Revenons sur le discours du président. Vous dites que Félix a fait un discours conflictogène. On passe l'affaire, on ne fait pas l'émission sur Vital Kamerhe. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je pensais que peut-être mon grand frère Innocent devrait me contredire. Mais on a plutôt dit le même langage. Donc, aujourd'hui, si Vital Kamerhe est en train de croupir en prison, c'est à cause d'un programme de 100 jours qui appartient au chef de l'État et non à lui. Aujourd'hui, les bénéficiaires de ces projets, qui aujourd'hui prendront fin, parce que j'ai appris que le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République a convoqué l'expert du ministère de l'Urbanisme et Habitat qui gérait ces dossiers des maisons préfabriquées pour en terminer. Et je suis convaincu que toutes les maisons terminées, ça fera un bijou comme aujourd'hui. Passons, revenons absolument sur le discours du président. Vous pouvez même les déduire. Vous pouvez même les déduire dans mes minutes. Non, ça dit ici, c'est quoi? Il ne faut pas détourner l'attention de l'opinion. L'opinion est aussi intéressée à suivre de près ce qui se passe. Répondez à ma question sur le discours du président. Vous aviez suivi la Senco qui a dit « Nous ne savons pas maintenant, actuellement, vous dire s'il s'agit d'un état de droit ou d'un règlement de compte. » Vous avez suivi les enquêtes de Human Rights Watch au sujet de ce dossier Vital Kamerhe. Donc, le monde entier a compris, c'est l'amour du pays. J'ai besoin d'une justice indépendante, je le pleure. Parce que si aujourd'hui Kabila est parti, nous ne pouvons pas accepter que le même bêtise reprenne, et surtout du côté de la justice, qui devrait être indépendante et aussi de l'état des droits. Discours conflictogène. Vous dites du discours de Félix qu'il est conflictogène. Absolument. Félix se réjouit déjà de la condamnation de Vital Kamerhe. Quand vous lisez, je crois dans un paragraphe, il dit même c'était une épreuve douloureuse pour lui. Et il fait une fixation sur cette affaire pour clamer l'état des droits, pour citer les autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi se trouve en face de Joseph Kabila. Soit c'est la bagarre, soit c'est la perte, soit il accepte de perdre la face. C'est-à-dire nous sommes en face des rapports de force. Il dit, soit je vous arrête, monsieur Kabila, ou soit vos proches, soit moi-même je me fais arrêter. C'est là où c'est un conflit. C'est dans cet état d'esprit que Félix est aujourd'hui. Absolument. En suivant son discours. Je sais que nous avons eu à entendre des discours de toutes sortes et de toutes formes dans ce pays. Il y a même des discours qui ont porté espoir, croyant que demain les choses vont changer. Mais les choses sont restées de manière statique. Nous sommes restés vraiment dans les staticos. Et dans les discours, quand vous lisez, Félix cite les dossiers qui font mal le régime Kabila, qui font mal au régime passé. Et voilà pourquoi, en introduction, il y a Innocent même dit qu'il veut fouiner dans le passé. Or, s'il fouine dans le passé, je pense que c'est tous les régimes qui perdra et Kabila n'acceptera jamais, au grand jamais, de perdre la face vis-à-vis de Tshisekedi parce que lui aussi a des ambitions politiques, il a des projets politiques qu'il doit concrétiser. Le président de la République... Mais je ne vois pas les conflits dans tout ça. Non, les conflits, il y en a. Non, mais pour vous, la bagarre n'est pas un conflit. Quand il répond à Mabunda indirectement, ce n'est pas un conflit. Le chef a étalé des mésententes qu'il avait. Il a extériorisé sa colère.
et quelque part, j'ai dit, sa bonne foi, peut-être de rendre justice, mais qui fait du mal à son partenaire, et il le sait très bien. Le fait de l'exposer, déjà sur le plan public, qu'il y a des gens qui clament République des juges par ironie, effectivement, le chef répond à Mabunda indirectement. Le chef parle de ces 3 lois, les 3 propositions de son ministre de la Justice, de son vice-premier ministre, ministre de la Justice. Tunda qu'on a vu arrêté spectaculairement et amené devant le parquet. Et il a été relâché quelques heures après. Et vous avez entendu le discours. Et aujourd'hui, nous apprenons que le dossier est dit classé. Donc, nous sommes déjà en face d'une justice... d'un conflit entre Félix et Kabila, c'est ce que vous voulez dire? Ça, c'est les discours. Maintenant, nous devons voir la pratique. Si aujourd'hui, Matata est arrêté sur base du projet de Bukangalonzo, là, il les matérialise. Et là, nous allons commencer à voir dans le rapport de force, Félix, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il perdra? On continuera ainsi de suite. Mais moi, j'ai dit ceci. Le président de la République pèse sur lui des présomptions de bonne foi. Il a cette volonté de changer de choses. Un peu comme Kassavubu. Mais s'il est utilisé aujourd'hui comme marionnette et que tout ce qu'il a... Parce que c'est le président le plus fragile qu'on n'a jamais connu. C'est-à-dire le président qui est faible vis-à-vis des institutions qu'il est obligé à diriger. Il est garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays. Mais il est fragile, il n'a pas la majorité, il n'a pas le gouvernement. Comment le chef peut se décider et prendre et se faire accepter par l'autre camp qui est déjà dans l'opposition? Parce qu'il faut constituer le FCC, il faut considérer le FCC comme faisant partie de l'opposition de Félix Tshisekedi. C'est les cailloux qui pèsera sur la chaussure de Félix et l'empêchera effectivement de marcher. Voilà pourquoi aujourd'hui, la colère de l'Église catholique, vous avez suivi les cardinals Ambongo. Je reviendrai sur ça lorsqu'on va parler du cardinal Ambongo. Vous avez non seulement ça, mais le pasteur Roland Allo qui dit Félix n'atteindra jamais l'âge d'or. Non, mais là, il parlait d'une prophétie. Innocent, les gars, vous avez suivi le président de la République. Je vous ai lu, vous l'avez suffisamment relayé. Avez-vous vu également dans les discours du président les germes d'un conflit, comme Edmond Izouba l'affirme? D'abord, tu peux me permettre de revenir un peu sur les dossiers Cameroun. Non, juste 30 secondes. 30 secondes seulement. Edmond veut innocenter. Tout le monde veut. Non, parce que même dans les discours, vous avez repris vous avez cherché un raccordement frauduleux pour revenir sur le dossier Cameroun. Pero, on vous a défini les vols et les détournements, des concepts qui sont différents. L'argent devait atterrir à Ecobank, mais l'argent s'est limité à Robank. En matière financière, on appelle ça détournement. Alors, il fallait qu'on arrête le gouverneur de la banque qui acceptait de loger cet argent là-bas. Les gouverneurs n'ont pas accepté de loger, c'était la seule banque commerciale qui avait des liquidités. Alors, donc, il y avait même une explication. Donc, il y a eu un esprit de détournement au niveau des Robank. Je passe. Alors, on vient les discours de Tshisekedi. Il dit ça porte les germes d'un conflit et Tshisekedi a mis sur la place publique des problèmes qui existaient déjà entre lui et Joseph Kabila. Bon, il n'a pas totalement tort ou pas totalement raison, Edmond, mais j'ai constaté, moi, tout simplement que dans ces discours-là, je n'ai pas vu un Tshisekedi conciliant comme d'habitude. Mais il n'était pas... c'est un président que j'ai vu un peu révolté par rapport à la réalité et qui n'a pas voulu être hypocrite. Il a dénoncé des choses parce que quand vous prenez même un extrait de son discours, il vous dit ceci. Aucune réconciliation crédible ne peut être envisagée si nous continuons, donc lui-même aussi là-dedans, si nous continuons avec les pratiques anciennes de la corruption, de la ruse et du crime. Il vous dit cela. Donc si nous continuons et nous voulons la réconciliation, mais entre nous, il y a des crocs en jambes, il y a des... tels que les FCC les fait. Les FCC, c'est une parenthèse, ce n'est pas aussi un partenaire franc dans cette coalition. Mais Innocent, pour un discours du 30 juin, qui devait être un discours rassembleur, un discours des fêtes, le président devrait-il égratigner certaines personnes? Est-ce qu'il fallait que des gens se sentent blessés parce que le président a dit? Il y a des gens qui disent
que le président a tout simplement confondu la tribune. Il ne faisait pas un discours sur l'état de la nation, c'était un discours sur l'indépendance du pays. Oui, on a senti quelqu'un colérique, comme Edmond l'a dit, et il a extériorisé sa colère, ce qui n'est pas du tout bon, parce que ce n'était pas aussi les cadres appropriés. Mais quelquefois, moi j'ai toujours dit, il faut quelquefois corriger, ça c'est ma façon de voir les choses, et je l'ai fait très souvent. Quelquefois, il faut corriger une erreur par une erreur. Et il faut savoir comment décourager les mauvaises intentions quand on est en face d'un partenaire qui n'est pas correct et qui n'est pas crédible. Donc, vous comprenez tout ce que le président de la République a dit. On prend certains extraits de ces discours, hein. Je l'ai avec moi ici. Lorsqu'il parle, par exemple, de la question de l'affaire de la justice, hein, il dit « J'ai entendu certains parler avec ironie ou crainte de la République des juges. La justice se recouvre peu à peu son indépendance en parlant notamment de Vital Kamerhe et il s'oppose à la loi Minakou. Est-ce qu'il revient au président de la République d'empêcher un député national, par exemple? Ça, c'est le point de vue du PPRD de déposer un projet de loi. Minakou ne fait que son travail. Il n'a pas empêché. Minakou, initiateur de cette loi ou initiateur de ces propositions de loi. Qui est Minakou? C'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Pendant combien d'années? De 2012 à 2019. Aubin Minakou a siégé au perchoir. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Qui était ministre de la Justice à l'époque? Alexis Tamemombe. Pouvoir AMP ou MP, Assemblée. D'abord, les présidents MP, l'Assemblée nationale MP, les ministres MP. Il n'y avait pas d'opportunité à l'époque pour modifier ces lois-là parce qu'ils avaient toute la casserole entre la main ou entre les mains. Ils avaient la casserole, ils avaient la gestion du pays dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on perd le pouvoir, on veut restreindre les pouvoirs des magistrats? Et la loi, ce qui est grave, et c'est que les députés ont dénoncé, il y a plusieurs propositions de loi qui traînent dans les tiroirs de Mme Mabunda de 2019. Mais ces propositions de loi, on les apporte, elles ne traînent pas, elles passent comme dans un passoire, et directement on les traite avec beaucoup de sérénité. Donc, alors là, les contextes, vous savez, les discours, vous avez appris, un discours, lorsqu'il sort de son contexte, il perd son sens. Donc, les contextes jouent dans beaucoup de choses. Même dans la famille. Excusez-moi, Perrault. Votre femme, si elle vous importune dans la chambre, vous n'allez pas porter la main sur elle. Mais quand vous êtes dans la rue, elle fait la même chose. Votre comportement change. Il change pourquoi? C'est par rapport au contexte. Edmond Izouba, est-ce que le président de la République n'a-t-il pas confondu les tribunes? Nous sommes dans un discours d'indépendance et non pas d'un discours sur l'état de la nation. Lorsqu'il évoque notamment cette affaire, vous l'avez relayé d'ailleurs en disant, par ironie, d'autres parlent de la République des juges, et il dénie même à un député comme Minakou et Sakata le droit de pouvoir déposer des projets de loi. Le président de la République, je crois qu'ici, Innocent Lenga parlait d'une notion très capitale et fondamentale de la foi. C'est la sincérité. Mais en politique, on ne fait pas des enfants de cœur. En politique, la sincérité peut-être n'existe pas. C'est lui qui, pour moi, qui s'est montré hypocrite, c'est Félix Tshisekedi. S'il avait des rando, comme on dit en lingala, il avait des problèmes avec la majorité ou ses partenaires politiques, il devrait les appeler au téléphone. Il devait peut-être les écrire. Il savait comment instruire pour retirer ces 3 dossiers, pour retirer ces 3 projets de loi. Il ne fallait pas les mettre dans un discours. Non, pas du tout. Félix n'avait qu'à prendre son téléphone, appeler Kabila, dis à ton garde de retirer ces 3 lois-là. C'est fini. Parce qu'à l'époque, nous avons compris que le projet de loi venant du gouvernement n'était pas passé en 2015. Si du gouvernement, le projet de loi n'était pas passé, est-ce que venant de 2 individus, ça passera? C'est ça le problème. Donc pour moi, le président de la République a fait ses discours à genoux. J'ai senti la génuflexion. Le président a pleuré.
auprès du peuple. Regardez comment mes partenaires sont en train de me faire souffrir. Venez me secourir. Voilà pourquoi aujourd'hui, la population semble récupérer ces dossiers. Mais c'est un dossier du pouvoir. C'est le pouvoir qui combat un autre pouvoir. Ils sont tous au pouvoir. Ils sont tous à la mangeoire. Battez-vous à l'intérieur. Trouvez-nous le compromis. Trouvez-nous les solutions. Ne venez pas devant nous. Donc c'est un président pleurnichard, un président fragile Oui, je vous ai expliqué. Il est fragile parce qu'il pleure même des initiatives du gouvernement. J'ai lu le compte rendu du Conseil des ministres présidé par lui, le chef. On dit comme le VPM de la justice et garde des Sceaux a pris une initiative personnelle, le Conseil des ministres laisse la procédure parlementaire poursuivre son cours normal. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont validé tacitement. Ils ont accepté la proposition de Tunda. Le gouvernement, aujourd'hui, on peut dire, a accepté et a validé. Devant le chef de l'État, sous sa barbe. Il n'a pas à venir. Donc le chef de l'État fuit les débats institutionnels parce qu'il est faible. Il rentre récupérer maintenant, exposé à la vindicte populaire ses partenaires politiques. Donc, c'est un problème, je vous ai dit, des rapports de force. C'est vrai, le chef a raison, de recourir à la population. Parce que, vous savez, dans un rapport de force, quand vous vous sentez essoufflé, vous devez aussi brandir les muscles. La seule protection aujourd'hui pour Félix Tshisekedi reste la population. Reste la population. Félix fragile, fatigué. Hein. Non, ça ce n'est pas moi, ça c'est déjà l'ossature, j'ai dit, la géographie électorale, ce qui nous a défini juste après la géographie post-électorale, après les élections. Vous avez un président de la République qui n'est même pas majoritaire, même dans les assemblées provinciales. Les chefs de l'État qui n'a pas de gouverneur, un seul sur 26. Dis-moi, il va diriger le pays comment? Le pays, comment donc? Vous voyez? Donc il y a certains ministres aujourd'hui, je vous prends un exemple. Alors en réalité, Félix a mal négocié son deal alors? Non mais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vais vous donner une preuve. Ce qui est grave, hein? Les ordonnances du chef de l'État bloquées par un ministre de portefeuille, une année après, il accepte et il autorise et on organise une célébration, cérémonie, remise et reprise et tout ça, pour se jouer de lui. Donc vous voyez que le président de la République, moi je l'ai soutenu au départ. Et je continue à le soutenir parce qu'il porte en lui... Malgré ce qu'il a fait à Kabé. Il porte en lui... Non, il ne faut pas aujourd'hui, vous avez cette idée-là, de sortir de mauvais les chefs de l'État. Tout ce qui est mauvais, ce n'est pas Félix. Tout ce qui est bon, c'est Félix. Non. Ces acteurs politiques ou cet acteur politique ou cet animal politique n'existent pas dans ce monde. Chaque politicien, si aujourd'hui on veut fouiner dans le tiroir, on trouvera toujours quelque chose. Merci beaucoup Edmond Izouba. Madame, Messieurs, je rappelle que vous suivez ce soir l'émission CEPEL Débat. C'est tout premier numéro consacré à cette émission. Et ce soir, mes deux invités à gauche, c'est M. Innocent Olenga, qui est responsable du journal Scoop à RDC, qui est un magazine sur Internet. Et à droite, nous avons Edmond Izouba, qui lui aussi anime un journal sur Internet qui s'appelle Objectif Info. Avec les deux, nous faisons donc la revue de l'actualité politique. On me signale à l'oreille content petit à petit vers la fin de cette émission. Je voulais que vous réagissiez par rapport au dernier sujet. C'est la sortie médiatique de Monseigneur Ambongo. Innocent Olenga, il a été très très dur avec le pouvoir. Monseigneur Ambongo dit que le FCC et le cash sont responsables d'une fraude électorale ayant privé au peuple congolais son choix. Il appelle le peuple à se mobiliser contre ce pouvoir au cas où on maintenait les lois Minakou, mais aussi on nommait Ronsard à la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce le rôle de Ambongo, le rôle de l'Église aujourd'hui de sonner la sonnette d'alarme? C'est mon père spirituel, mais avant de parler de lui, accorde-moi 2 minutes sur les dossiers Tshisekedi. 2 minutes, je ne saurais pas vous accorder. 1 minute. Edmond dit que Fatih est à genoux. Moi, j'ai dit non. C'était un président pleurnichard qui ne peut pas décider. Il vient pleurer devant les micros. Non, c'était quelqu'un qui était sincère dans un partenariat. Il était sincère, mais cette fois-ci, il se voit. Il se voit. Il voit sa bonne foi. Il a été roulé par son partenaire. Presque. Sa bonne foi est abusée
C'est ainsi, il prend le peuple à témoin. Parce que quand vous lisez, il connaît les discours, mais vous sentez que maintenant c'est quelqu'un qui dit m'en fous. Je m'en fous maintenant. Advienne que pourra. C'est-à-dire, moi j'étais sincère envers vous, vous n'avez pas été sincère envers moi. Maintenant, je prends le peuple à témoin et je dis m'en fous. Oui, oui, Bien colombian, comme on le dit en Chilouba. Alors, revenons sur Monseigneur Ambongo. Bon, Monseigneur a été très, très dur, ce qui fait que... Est-ce que c'est le rôle de l'Église finalement? Est-ce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, les catholiques nous laissent un peu en paix, au lieu de se mixer tout le temps dans les affaires, dans la conduite des affaires de l'État? C'est pour cela il y a eu beaucoup de boulets rouges tirés sur lui. Quand j'ai parcouru les tweets de beaucoup de personnes, j'ai vu par exemple Lévier Kitengeyezo qui a dit que il est mieux de trébucher avec les pieds plutôt qu'avec la bouche. Et il ajoute, il dit avoir une barbe ne fait pas philosophe. Donc, Monseigneur, vous savez, il est de l'Équateur. Il y a certaines susceptibilités qui sont liées à nos tribus, hein, qui font qu'il est très impulsif que son prédécesseur, qui avait quand même, quand il parlait, bien sûr, il était aussi dur, mais il savait quand même choisir des mots et être un peu diplomatique. Vous pensez qu'Ambongo ne pouvait pas dire ce qu'il a dit lorsqu'il dit à la population de se prendre en charge bientôt, lorsqu'il parle de fraude électorale, ça c'est connu, Fayoulou l'a toujours dit. Mais la fraude, on va en parler combien de fois? Parce que même quand on dit Tshisekedi est faible, Kabila est fort et qu'on sort. Moi, je posais la question à un ami hier. Qui est allé, s'il est établi qu'il y a eu fraude ou les pouvoirs a été donnés et tout, qui est allé vers l'autre? Donc, c'est celui qui est allé vers l'autre qui avait besoin de l'autre. Qui est allé vers l'autre? C'est le fort qui désigne. C'est Kabila qui est allé vers Félix. Donc, Félix n'avait pas besoin de Kabila. C'est Kabila qui avait besoin de Félix. Ça veut dire quoi? Donc c'est Félix qui est plus fort. L'église doit être au milieu du village. Mais dénoncer les mal, c'est aussi le rôle de l'église. Mais il faut savoir les dénoncer pour ne pas mettre la communauté en danger. Parce que dans l'église catholique, il n'y a pas seulement les gens du FCC, il n'y a pas seulement met la communauté en danger avec ce qu'il a dit. Des catch plutôt, il n'y a pas seulement les gens de la Mouka. Ambongo nous met en danger avec ce qu'il dit. Il risque de diviser l'église. Donc, il doit avoir ce qu'on appelle une certaine diplomatie dans son langage, qui est d'être bru. Il est beaucoup bru, ce qui n'est pas bon. Edmond Izouba, est-ce que Monseigneur Ambongo a-t-il raté l'occasion de se taire, à suivre Innocent Olenga? Il faut qu'il joue un peu aux équilibristes. L'église doit être au milieu du village. L'église doit prôner sa neutralité. Mais lui, il a été assez acerbe contre le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Vous pensez qu'il a raté l'occasion de se taire? Je vous dis que c'est un exercice très difficile pour Ambongo de ne pas faire ce qu'il a fait. Donc ça sera très compliqué. Il faut d'abord comprendre que Ambongo a dirigé une commission assez politique de l'Église catholique, la commission Justice et Paix, et cela c'est depuis des années. Il contrôlait déjà la politique d'une manière ou d'une autre, parce que moi, qui est un fruit de cette commission, j'ai eu à faire les observations électorales. Nous avons eu à envoyer des rapports et tout ça. C'est quelqu'un qui a la matrice de la vie politique. Il vit en politique en Bongo. Donc aujourd'hui, comme cardinal, lui demander de refuser ou de récuser un travail qu'il a fait pendant plus de 30 ans, ça sera un peu compliqué. Mais quand il parle, par exemple, des fraudes électorales, disant que les FCC et les CAC sont responsables des fraudes électorales, lorsqu'il appelle la population à se mobiliser, est-ce que c'est le rôle de l'Église? Les sièges cardinalistes qu'il occupe empêche Ambongo justement de dire ce qu'il a dit. C'est diviser, comment dire, les confessions religieuses, j'allais même dire, c'est diriger les chrétiens, c'est diviser les croyants, diviser, ainsi de suite. Parce que quand vous mettez en deux, il cite non seulement catholique, il cite les CC. Seulement deux confessions religieuses. Nous, parce que vous nous acceptez pas, nous allons nous mettre, nous deux, nous, contre qui? Contre les autres églises, les autres confessions religieuses. Mais en prenant son neveu pour être candidat. Alors, ça ne fait pas aussi de lui un cardinal mature. Donc, vous voyez. Pour être candidat à la CENI. Il a son candidat dans la poche. Dans la poche. Mais qui est proche de sa famille et consort. Alors, où est le sérieux? Candidat président de la CENI. De la CENI. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que nous ne pouvons pas, à notre niveau, prendre position pour Ambongo, sinon ça sera vraiment de diviser
la religion, il faut plutôt dire à Mbongo de ne plus tenir ce genre de discours parce que ça prête la confusion. Vous allez sortir tous les chrétiens dans la rue, de l'ECC et de l'Église catholique, et les autres seront dans l'opposition, ça ne sera pas bon. Mais je voulais... Vous voulez encore revenir sur Vital quand même? Non, pas Vital. Juste paraphraser ce que le président a dit. Hein. Le président a dit que la classe politique est composée de la mafia. Tout à l'heure, on parlait de son deal avec Kabila. Et je pense qu'il s'est passé aussi de la mafia. Je crois que cette phrase relève aussi quelque part d'une certaine repentance qu'il devrait faire vis-à-vis de l'opinion. Parce que s'il accuse la classe politique et qu'il lui-même il est le fruit, je trouve ça paradoxal et contradictoire. Merci beaucoup. J'ai une petite phrase aussi de son discours. Il a dit, s'inspirant des saintes écritures, son objectif n'est pas de voir les méchants périr, mais plutôt qu'ils changent, qu'ils soient sauvés et que le pays tout entier s'en réjouisse. Espérons que les méchants entendront la voix et qu'ils vont changer. C'est donc avec les paroles à la fois politiques qu'on va terminer cette émission. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir, vous deux, sur ce plateau. Edmond Izouba, grand merci. Merci beaucoup pour cette émission. Innocent Olenga, merci également à vous. Merci je beaucoup, rappelle qu'Edmond est responsable de journal Impact. Qu'est-ce que je dis? Je parle de Joël Kadendanga, que je vais d'ailleurs saluer ici. Objectif Info. Je peux aussi accepter Impact. Et qu'Innocent, lui, c'est plutôt le responsable de Scoop RDC. Allez, bon vent à vous, faites bien le travail. Merci d'être venu nous voir. Merci de baptiser cette émission parce que vous êtes les premiers invités de cette émission. Plein succès à vous aussi. CPL quand vous commenciez cette aventure, apparemment, quand je vous ai dit, vous êtes responsable parce que n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai dit, jetez-vous dans l'eau. Ça, j'avoue. J'avoue que vous m'avez dit qu'il est temps de faire quelque chose. Évitez d'être employé chez quelqu'un. Restons dans l'idée de l'entrepreneuriat. Et je vois que ça avance parce que nous trois là, nous avons été employés quelque part. Maintenant, nous vivons de notre propre sueur. Et je remercie Innocent Olenga pour m'avoir accueilli dans son bureau. C'est un bureau qui a vu Objectif Net. Et aujourd'hui, nous avons pris notre indépendance. Bon vent à vous, bon vent à Scoop et bon vent également à Objectif Info. Madame, messieurs, je vais dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Laissez-moi tirer mon chapeau à l'endroit d'un homme, Ézéchias, qui a été au four et au moulin pour faire tout ce que vous voyez ici. Merci beaucoup à toi, Ézéchias. Même si moi je ne te récompense pas, le ciel le fera à ma place. Merci à Ntir Ntsumbu et à Delpi Boulaye qui étaient les deux derrière les caméras. Jonathan Ba qui nous a assisté également pour cette émission. Georges Ganou était à la coordination et à la supervision. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Prenez rendez-vous, c'est désormais un magazine quotidien que vous suivrez tous les jours sur nos antennes. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à la prochaine. Au revoir chez vous. Merci beaucoup. Merci. Yes.